redonner du coup, redéfinir un petit peu les objectifs de l'atelier, donc qui sont cohérents par rapport à ce que chacun a exprimé. Donc on va essayer de revoir, on va se mettre un petit peu en bouche du coup avec une petite révision de ce qu'est la trésorerie, à quoi ça sert, comment, enfin qu'est-ce qui l'impacte, comment essayer de l'anticiper et comment la gérer au quotidien. Alors ça peut faire peur, c'est marqué 5 parties, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire en sorte que ce soit que ça passe vite et que ce soit plutôt participatif. On va essayer. Du coup, sur la trésorerie en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Alors, n'hésitez pas parce que quand je suis en mode présentation, je ne vois pas forcément si vous levez la main ou si vous avez des réactions. N'hésitez pas du coup à m'interpeller et Marie, n'hésite pas non plus du coup à me faire signe. Ouais, ouais, compte Euh, sur moi. Parfait. Du coup, sur la trésorerie, on va commencer par une petite question. Pour vous, qu'est-ce que c'est la trésorerie? Est-ce que c'est plutôt juste l'argent qui rentre dans l'entreprise? Est-ce que c'est l'argent qui se trouve sur le compte principal, le compte en banque principal de l'entreprise? Est-ce que c'est l'argent qui rentre moins l'argent qui sort? Ou est-ce que c'est le cumul de tous les comptes en banque de l'entreprise et aussi de l'argent liquide qu'elle possède? Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, soit vous pouvez le dire à l'oral, soit vous pouvez l'écrire comme vous préférez. Alors, on attend un petit peu. Ouais. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. C'est pas un piège, c'est pas grave si vous n'avez pas la bonne réponse. N'hésitez pas, oui, à le mettre dans la conversation. Alors, j'ai une Réponse réponse 4 pour 4. Agnès. Ouais, tu les vois la conversation? Ouais. Ouais, Ok. je me suis mis dessus. Ok, c'est bon. 3, 4. Ok. Euh, ouais, J'attends une ou deux je autres réponses éventuellement. vais le dire, 3 ou 4. C'est Comment? Véronique. C'est Véronique. J'arrive pas à accéder à la conversation. Ah si, voilà, ça y est. Ok, pas de souci. C'est C'est en bon? haut, effectivement, il y a un petite Ah, illustration conversation qui permet ensuite d'écrire. Donc, on a réponse 3, on a réponse 4 aussi. Euh, il se trouve que c'est bien la réponse 4. Du coup, la petite différence entre la 3 et la 3, l'argent qui rentre moins l'argent qui sort, c'est ce qu'on appelle le solde de trésorerie, c'est-à-dire la différence entre les encaissements et les décaissements. La trésorerie en tant que telle, la notion de trésorerie, c'est bien l'ensemble des liquidités qui sont propriétés de l'entreprise, donc c'est-à-dire son compte en banque et la caisse, l'argent liquide qu'elle pourrait avoir. Quand on dit compte en banque, ça va être le compte courant, mais aussi les livrets, hein, du coup. Donc c'est bien ça la trésorerie, c'est l'ensemble des comptes des comptes courants, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, les livrets et l'argent liquide. Donc deuxième petite mise en bouche. euh, sur un petit exemple d'une association qui aurait à la fois un compte épargne de 2 000 euros, un peu d'argent liquide pour 150 euros, un compte bancaire qui serait en solde négatif actuellement de 500 euros et une notification par courrier de 10 000 euros. À votre avis, du coup, de combien est sa trésorerie actuellement? 1650. Il y a peut-être un petit piège. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Euh, Alors, on a alors, 1650, 1150, 1650. est-ce que tu peux revenir à l'affichage? On voit un bel. Voilà. Ah, Alors, je sais mince, pas pardon. pourquoi ça. Oui, ça a sauté. Pardon. Ouais, ça marche, merci. Bon, du coup, je vois pas les réponses.
Si tu peux me dire, Alors, Marie. oui, 1650, 1150, 1650, 1650, 1500, qui dit mieux? Oui, 1650. Eh Alors, bien, c'est bien 1650, en effet. Donc, parce qu'on va prendre donc, ce qu'il y a sur le compte épargne, 2 000 euros. On va enlever ce qu'il y a sur le compte en banque négatif, donc les moins 500. Et on va aussi prendre l'argent liquide, les 150 euros. Donc, tout ça, ça nous fait 1650. Mais par contre, la notification de subvention, eh bien, comme c'est seulement pour l'instant une notification, mais que l'argent n'est pas arrivé, on ne la prend du coup pas en compte pour l'instant. Voilà, c'était le petit piège. Voilà, donc c'est pour cette petite mise en bouche. Sur vraiment à quoi sert la trésorerie? Qu'est-ce qu'on va faire avec la trésorerie? À votre avis, est-ce que la trésorerie va servir à payer les charges courantes, à payer les charges imprévues, à voir venir un coup dur, à mesurer la santé de l'entreprise, sachant qu'il peut peut-être y avoir plusieurs bonnes réponses, selon vous? alors ça mouline. Est-ce qu'on serait plutôt un, 2, 3 ou 4 ou peut-être plusieurs? Est-ce que la trésorerie, on s'en servirait juste pour payer les charges courantes, juste pour payer les charges imprévues? Est-ce qu'elle nous permet d'anticiper? Et est-ce qu'elle nous permet de mesurer une santé de l'entreprise? Alors, on a des premiers retours. Alors, 2 et 3, Ok, 4, 1 et 4, 1, 2, ok, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, bravo, au moins on a une pluralité de oui, on a une réponses. pluralité, mais on n'a pas la bonne réponse puisque c'était tout, ça sert à tout ça. La trésorerie, elle sert à payer les charges courantes, hein, parce que c'est avec votre petit matelas de trésorerie que vous allez pouvoir payer, par exemple, un loyer, des salaires. Mais c'est aussi ça qui va permettre de faire face à une charge que vous n'auriez pas anticipée. Je sais pas, une dépense, une réparation imprévue sur un véhicule ou sur un matériel. Eh bien, c'est votre trésorerie qui va permettre de la financer. Ça permet aussi, alors c'est vrai que c'était pas très clair la formulation du 3, à voir venir un coup dur. En tout cas, ça permet d'anticiper. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Ça permet de se projeter et donc d'essayer de voir quel va être l'impact notamment d'une baisse de subvention ou d'une augmentation. Mais en tout cas, voilà, d'essayer d'anticiper l'impact d'une variation de montant, d'un montant de subvention. Et puis, globalement, la trésorerie, ça va servir à mesurer la santé financière de l'entreprise. L'aspect économique, ça va plutôt être ce qu'on appelle votre compte de résultat. C'est voir si économiquement, vous êtes viable. Donc, ça veut dire que vous avez les produits qui couvrent l'ensemble de vos charges, voire même un peu plus, c'est-à-dire que vous pouvez générer un petit peu d'excédent. Euh, la santé financière, tout ce qui est financier, c'est justement ce qui est lié à la trésorerie. Et donc, quand votre situation financière est bonne, ça veut dire, enfin, c'est que votre trésorerie vous permet de faire face à vos charges, et cela sur plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est vraiment la trésorerie qui va vous permettre de disposer d'une bonne santé financière. On va y revenir. Euh, à quoi sert donc la trésorerie? On l'a un peu dit, donc faire face à l'imprévu et aussi euh, donc connaître la santé, mais également, évidemment, si vous êtes en négatif sur votre compte courant, ça va vous générer également des frais supplémentaires. Donc, d'où l'intérêt encore plus pour éviter de se retrouver à la fois en situation de difficulté, mais aussi à devoir faire face à des surcoûts, de piloter sa trésorerie.
La trésorerie, c'est un peu, il faut vous dire que c'est un peu comme du carburant dans un véhicule, pour essayer d'imager. Ça permet à l'entreprise d'avancer, d'atteindre ses objectifs. Sans carburant, donc sans trésorerie, votre structure, elle va rester à l'arrêt. Si par contre vous avez une trésorerie, alors si elle est trop faible, ben, vous n'allez pas pouvoir aller très très loin. Par contre, si vous avez une trésorerie suffisante, elle va vous permettre, là pour le coup, d'avancer, de fonctionner correctement et ben, d'aller où vous souhaitez et donc d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est voilà, une petite image, mais qui permet d'illustrer un petit peu ce que peut l'intérêt d'avoir une trésorerie suffisante. Euh, du coup, on va passer sur, une fois qu'on sait ce que la trésorerie est et à quoi du coup elle sert, qu'est-ce qui l'impacte? Qu'est-ce qui la fait varier, notamment? Et donc, une autre petite question, les entrées, qu'est-ce qui impacte du coup la trésorerie? Est-ce que c'est les entrées et sorties financières que l'on peut retrouver dans votre budget prévisionnel, par exemple? Est-ce que c'est ces rentrées et sorties du budget prévisionnel, mais aussi les remboursements de prêts? Est-ce que c'est tout ça plus également l'achat d'investissement? Ou est-ce que c'est encore tout ça, mais aussi les délais de paiement que vous pourriez subir ou demander, par exemple, auprès de vos fournisseurs? Donc, est-ce que selon vous, l'impact de la trésorerie, on est plutôt sur la réponse 1, 2, 3 ou 4? Là, pour le coup, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Alors, ça vient. Je vais attendre qu'il y en ait quelques-unes qui Pas de répondent. problème. Ah, ça arrive, ça arrive. Ah, a priori, là, on fait l'unanimité, donc 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bravo, c'est effectivement ça. C'est l'ensemble des entrées et sorties que l'on retrouve dans le compte de résultat. C'est le remboursement de prêts, c'est l'achat d'investissement, les délais de paiement et encore d'autres choses ben, qu'on va essayer d'approfondir. Mais il y a énormément de choses qui impactent la trésorerie et on va les détailler parce que c'est important de les avoir en tête. Juste peut-être une petite précision. Euh, Parmi ce qui impacte pas, par exemple, la trésorerie et que vous pourriez retrouver dans votre budget prévisionnel, ce sont tout ce qui est dotation aux amortissements. Les dotations aux amortissements, vous savez, c'est que quand vous réalisez un investissement, vous l'affectez, vous le répartissez sur un certain nombre d'années et donc, cette répartition-là, on appelle ça une dotation aux amortissements et que vous répartissez généralement, par exemple, sur 5 ou 7 ans sur des investissements un peu classiques de matériel. Eh bien, ça, c'est une affectation comptable, mais c'est pas un flux financier. Le flux financier, ça va être quand vous allez réaliser votre investissement, vous allez peut-être le payer en une fois, mais c'est à ce moment-là. Donc, votre trésorerie, elle va être impactée au moment où vous allez faire cet investissement, quand vous allez dépenser la somme. Mais par contre, après, vous êtes d'accord que vous n'allez pas redépenser de l'argent pour cet investissement chaque année. Les dotations aux amortissements, ce ne sont que des écritures comptables. Ça, il faut que ce soit, que vous l'ayez bien en tête. Et idem, ce qu'on appelle les codes-parts de subvention d'investissement virés au résultat. C'est le pendant côté financement de votre investissement. Lorsque vous faites un investissement, vous pouvez avoir une subvention, par exemple, d'investissement. De la même façon que vous amortissez l'investissement, vous allez pouvoir amortir la subvention d'investissement. Et c'est ça qu'on appelle les codes-parts de subvention d'investissement. C'est une écriture comptable également.
C'est-à-dire que vous n'allez pas chaque année toucher un petit bout de votre subvention d'investissement. Vous allez la toucher quand vous la touchez. Ça, faut voir les modalités qu'il peut y avoir dans votre convention. On va y revenir sur les subventions. Mais je voulais faire cette petite précision pour bien distinguer des écritures comptables qu'il peut y avoir, par exemple, dans le compte de résultat ou dans le compte de résultat prévisionnel, mais qui ne génèrent pas forcément d'entrée ou de sortie annuelle dans le plan de trésorerie. Voilà. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, on peut aussi y répondre au fur et à mesure pour que ce soit plus interactif. Qu'est-ce qui impacte la trésorerie? Bon, on l'a dit, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, mais aussi et surtout euh, les délais, la date. Ça, c'est hyper important et pour ça, on va essayer de l'illustrer par un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Normalement, vous êtes un peu quand même habitué à manipuler ça dans vos structures, mais je pense que c'est toujours intéressant qu'on fasse un petit rappel sur justement le mécanisme de la trésorerie. Donc, prenons par exemple une association qui gère une épicerie solidaire qui chaque mois enfin oui, on a mis épicerie solidaire qui vend des vêtements, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc une boutique solidaire, 4500, elle achète pour 4500 euros de vêtements et elle va les revendre 5000 euros. Alors déjà, vous pourriez nous dire que bon, son taux de marge n'est pas excellent, mais bon, peu importe, elle se finance, admettons, aussi de façon hybride avec des subventions et autres fonds publics. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est sa trésorerie, avec notamment la notion d'achat du stock et ensuite de paiement des clients. On est d'accord que au tout début, et c'est ce que je vais vous montrer, hop là, voilà, comme ça c'est peut-être plus évident. Donc le premier mois, le mois de départ de la structure, évidemment, avant de vendre, il faut qu'elle achète, donc elle n'a pas d'encaissement, ils sont à zéro. Elle a des décaissements parce qu'elle vient d'acheter pour 4500 euros de stock de vêtements. Et donc, eh bien, au tout départ, son solde, il est de moins 4500. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que au prochain mois, lorsqu'elle va vendre ses vêtements, est-ce que selon vous, donc elle va encaisser l'argent, mais est-ce que sa trésorerie, elle va devenir positive? Est-ce que d'un coup, on va passer de moins 4500 à du coup, par exemple, plus 500? Selon vous, du coup, est-ce que la trésorerie de l'entreprise, de cette association, va devenir positive? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'elle va devenir positive selon vous? Alors, on voit des noms. On voit des noms. Ok. Un petit oui, Un petit oui. ou un petit Et... oui, ou un grand oui, peu importe, en tout cas, c'est Enfin, un oui, oui. mais en tout cas, Ok. alors, en effet, Alors, oui. attends, il y a non, car il faudra qu'elle rachète. Bien, ok. J'ai un oui, un non. Ok. Voilà, je crois que on a à peu Ok. près tout le monde. Eh bien, tout à fait. Euh, elle ne deviendra pas positive. On va voir pourquoi. Et c'est tout à fait ça, c'est parce qu'en fait, elle va devoir racheter. Donc, là, on reprend notre petit tableau de trésorerie, là, avec les encaissements, décaissements. Donc, on a toujours notre colonne départ. Et donc, au premier mois, elle va avoir en effet des encaissements de 5000 euros, donc parce elle a vendu pour 5000 euros. Mais, en effet, il va falloir qu'elle rachète. Donc, elle va racheter pour le même montant, puisqu'on a dit qu'elle achetait pour 4500 euros de marchandises par mois. Donc, elle va racheter pour 4500. Le solde du mois, c'est-à-dire la différence entre ce qui est entré et ce qui est sorti sur le mois, il est bien positif. Ça, c'est bien OK, hein. On a bien une augmentation de la trésorerie de 500 euros. Mais par contre, le solde cumulé, c'est-à-dire ce qui va vraiment rester sur sa trésorerie, ben, ça va rester négatif. Certes, un peu moins négatif qu'au départ, parce qu'elle a pu encaisser davantage que ce qu'elle a décaissé, mais son solde va quand même rester négatif. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se projeter. C'est que quand on fait cet exercice-là, on se rend compte que, eh oui, mois par mois, si on fait ça sur, bah là, par exemple, 7 mois,
eh bien, en fait, la trésorerie, elle est durablement négative et il y a un besoin qui est durable de financement de la trésorerie. Donc, c'est en ça qu'il faut pas s'arrêter à oh, bah oui, c'est bon, on va encaisser bientôt du chiffre d'affaires ou une subvention, donc notre trésorerie sera positive. Non, il faut aussi mettre en face l'ensemble des décaissements pour pouvoir s'assurer que la trésorerie sera bien suffisante pour assumer l'ensemble de ces charges. Euh, N'hésitez pas encore une fois, hein, s'il y a des Ouais. questions. Attends, je vais juste Ouais. voir. Ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde que je vois un petit peu les têtes, les têtes qui hochent? Bon, parfait. Ok. Ça a l'air bon. Parfait. Ouais. Maintenant, on va essayer Merci. de complexifier un tout petit peu la chose. Euh, Non seulement, donc bon, la structure doit acheter son stock, mais ses bénéficiaires, ses clients, ils vont la payer avec un mois de délai, donc 30 jours. Ça, comme on l'a dit, c'est pour essayer de toucher du doigt un peu la notion d'impact que ça peut avoir, les délais de paiement. Donc, au tout début, vous voyez, bon, bah, ça change pas. Le départ, on a toujours pas de vente. On achète par contre notre stock et donc la trésorerie est négative. Là où ça change, c'est lors du premier mois de la vente. Puisque là, au cours du premier mois, il y a bien 5 000 € de vente, mais euh, pas d'encaissement de 5 000 €, puisqu'on a donné un délai à nos clients pour nous payer. Donc, ces 5 000 € là, ils n'arriveront qu'au mois 2. Or, il faut quand même qu'on réapprovisionne notre magasin. Donc, on va devoir de nouveau acheter 4 500 € de stock. Et donc là, on voit que la situation est bien différente du fait qu'on a donné un délai à nos clients pour nous payer et que nous, par contre, on n'a pas négocié de délai de paiement auprès de nos fournisseurs. Eh bien, il se trouve que notre trésorerie, là, elle est fortement impactée et on se retrouve avec un solde négatif beaucoup plus important que dans le premier cas. Euh, et mois 2, hop, si on va sur le mois 2, là, enfin, on peut toucher les premières ventes que l'on a effectuées sur le mois 1, on vient de les encaisser, sachant qu'on doit toujours et encore se réapprovisionner. Eh bien, certes, notre solde de trésorerie, donc ce qu'on a, la différence entre nos encaissements et nos décaissements, là, il va augmenter légèrement de 500 €, mais par rapport à la situation de trésorerie que l'on a, ça va nous quand même, on va avoir un besoin de trésorerie relativement important. Et comme ça va se répéter donc tous les mois. Ce décalage continue tous les mois. Et on voit que le solde cumulé, enfin notre trésorerie, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans notre compte en banque, eh bien, il va être, certes, il va s'améliorer comme dans la situation 1, mais par contre, il va partir de beaucoup plus bas. Et on va essayer de voir une troisième hypothèse pour toujours toucher du doigt ce que peut faire les décalages de paiement. Donc là, dans cette hypothèse 2, on était sur des décalages de paiement de nos clients. Donc on met plus de temps à encaisser nos ventes. Maintenant, on va aussi ajouter un délai pour payer nos fournisseurs. Donc, autant on a permis à nos clients de nous payer à un mois, à 30 jours, eh bien, on a aussi dans le même temps négocié un délai de paiement d'un mois, de 30 jours, auprès de nos fournisseurs. Donc, ce qui fait que sur le premier mois, on n'a rien à décaisser, on n'encaisse rien parce que bon, il fallait notre premier mois, c'était juste le mois où on faisait notre stock. Donc, euh, on ne va pas payer notre stock puisque on a négocié un délai de paiement. Au mois 1, on commence à faire des ventes, mais qu'on ne perçoit pas, puisque je vous rappelle qu'on a un délai de 30 jours. Donc, on commencera à encaisser nos ventes au mois 2. On va par contre payer notre stock que l'on a fait le mois dernier pour se constituer notre stock de départ. Donc, on va enfin, grâce à notre délai négocié auprès de nos fournisseurs, faire nos premiers décaissements, 4 500 €. Donc, notre solde de fin de mois, il sera négatif de 4 500 €.
Mois 2, on va commencer à percevoir donc nos premiers encaissements. Et après, ainsi de suite, entre encaissement, décaissement et réassort. Donc, toujours, on se retrouve avec notre solde positif là, à partir du mois 2 de 500 euros. Donc, la trésorerie va s'améliorer progressivement au fil des mois. Mais vous voyez qu'on est dans une situation, et c'est en fait c'est cette slide-là qui va nous permettre de comparer un peu les différentes situations. Avec l'hypothèse 1, je vous rappelle, on n'avait pas du tout de délai, on n'avait pas négocié de délai, on n'avait pas accordé de délai non plus à nos clients. On était sur un besoin donc, de trésorerie de 4 500 euros au maximum au tout départ. À l'hypothèse 2, on avait permis à nos clients de nous payer à 30 jours sans qu'on négocie rien avec nos fournisseurs. Et bien là, on voit que dans cette hypothèse-là, c'est celle qui nous génère le plus gros besoin de trésorerie. En revanche, une fois qu'on a aussi négocié notre délai de paiement auprès de notre fournisseur, on revient sur des choses un peu plus supportables, un peu comme l'hypothèse 1, l'hypothèse 1, mais en décalage d'un mois, puisqu'on a négocié des délais de paiement d'un mois, et donc avec un besoin de trésorerie de 4 500 euros. Tout ça, c'est vraiment juste pour illustrer le fait que euh, les délais de paiement, que ce soit auprès de vos clients ou auprès des fournisseurs, ça peut impacter très fortement la trésorerie. Je pense que vous en avez quand même un peu conscience parce que notamment auprès de vos financeurs publics, souvent ils ont des délais assez importants de versement, notamment des subventions, et ça vous génère quand même des décalages relativement importants. Donc, je pense que c'était quand même important de le repréciser. Je ne sais pas si vous avez des questions ou est-ce que c'est clair? Alors, Je vous ai pas perdu? non, 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 non. A Bon, priori, parfait. ça a l'air bon. Euh, bon, parfait. Je voulais revenir du coup sur plus globalement donc qu'est-ce qui impacte la trésorerie. Donc on a pu quand même le toucher un peu du doigt, mais donc on a nos prêts, nos recettes, les dépenses, on va y revenir. Mais parmi cette petite fresque là qui peut y avoir, euh, selon vous, qu'est-ce qui va permettre d'augmenter la trésorerie? Est-ce que vous pouvez me dire là, est-ce que par exemple une dépense de loyer, ça va augmenter la trésorerie ou plutôt la baisser? Donc selon vous, là, on peut prendre une minute, juste dites-moi ce qui selon vous permet d'augmenter la trésorerie parmi les grands items en gras. Donc dette fournisseur, autres apports, prêts, recettes par exemple. Qu'est-ce qui selon vous augmente la trésorerie? Alors, ça, on a une réponse. On a recette déjà. Ok, Subvention, délai paiement fournisseur. ok, intéressant. Recette. Vous Prêt. n'avez pas répondu sur les prêts? Ouais, parfait. Ouais, ok. Sur les prêts Ça aussi. arrive, ça, Ok, ça arrive. nickel. Créance client. Créance client. D'accord, intéressant. On va en parler. Ça mouline encore un petit peu. Ok. Alors, subvention, recette, délai de paiement, créance client, recette, subvention, dette fournisseur, créance client. Je pense que on est bon. On a fait le tour. Ouais, c'est bien. Alors, c'est globalement bien. Donc, en effet, alors, je vais vous montrer. Voilà. Recettes, prêts, autres apports, les dettes fournisseurs, ça augmente la trésorerie. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je voulais revenir sur la notion de créance client et donc peut-être aussi de dette fournisseur. Euh, les créances clients, ça va diminuer la trésorerie. Puisque c'est ce qu'on vient de voir, les créances clients, c'est les délais qu'on accorde aux clients pour nous payer. Donc, ces délais-là, forcément, quand on accorde un délai à notre client
ou client au sens large, hein, ça peut être aussi donc notre partenaire financeur sur les subventions, sur les aides au poste. Ce délai-là, par rapport à une situation où il nous payerait directement soit à l'achat, soit à l'attribution d'une subvention, forcément que ce délai qu'on lui donne, ça va diminuer notre trésorerie, puisqu'il va falloir qu'on attende un certain temps que l'on fixe avec lui avant de toucher les sommes. Donc, la créance client, les créances clients, ça diminue la trésorerie. Alors que ce qui augmente la trésorerie, c'est les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, c'est l'inverse, donc c'est ce qu'on a vu aussi hein, avec l'exercice juste avant, c'est de négocier du temps pour nous payer un fournisseur, pour payer un partenaire, un- un fournisseur en effet. On négocie avec lui un délai de paiement en disant, ben voilà, on ne te paiera que à 30 ou 45 jours par exemple. Et ça nous permet cette situation-là, plutôt que de décaisser immédiatement, et donc de diminuer sa trésorerie immédiatement, on se dit, ben non, je diminuerai ma trésorerie que dans 30 ou 45 jours, puisque j'ai négocié ce délai-là. Donc la négociation d'un délai avec un fournisseur, ça nous permet de soulager, d'augmenter notre trésorerie. Et la négociation, par contre, d'un délai avec les clients et nos partenaires financeurs, là, par contre, ça va plutôt être une diminution de notre trésorerie. Voilà. J'espère que c'est assez clair là-dessus. Euh, on avait mis une petite pause, mais peut-être c'est un peu tôt. On peut peut-être continuer un petit peu avant de faire une petite pause. On peut essayer d'entamer Ouais. cette quatrième partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Marie, Ouais. tu en penses quoi? Moi, je Ouais, suis d'accord avec toi. ouais, ok, Ouais, parfait. j'ai dit oui. Parfait. Donc on va essayer de voir maintenant comment. Donc on essaie d'anticiper justement sa trésorerie. Ce petit tableau là qu'on a fait tout à l'heure, vous savez, avec l'exercice sur les délais de paiement, justement, fournisseurs, clients, eh bien, en fait, c'est ça qu'on appelle un plan de trésorerie. C'est récapituler nos encaissements, nos décaissements, voir comment ça a varié dans le mois. C'est ce qu'on appelle le solde du mois, c'est la différence entre les encaissements et les décaissements dans le mois. Et le solde cumulé, c'est le cumul de votre trésorerie et donc la trésorerie en fin de mois au réel. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un plan de trésorerie. Certes, il est très simplifié, mais ça permet de voir le mécanisme et de le comprendre. Maintenant, vous vous dites en effet, mais déjà que c'est pas évident avec un exemple qui est relativement simple, pour moi, pour ma structure, ça doit être un petit peu compliqué, un petit peu long. Est-ce que vraiment ça va me servir? Et des fois, c'est assez compliqué de se projeter. Donc, ça peut être compliqué. Pas de panique, on va essayer justement de faire en sorte que ce soit relativement, en tout cas que vous ayez les clés pour le construire facilement. Comment ça se présente? Donc ça, on peut peut-être, je vais sortir de la présentation et je vais vous montrer le modèle que pourra vous fournir Marie, le modèle de plan de trésorerie prévisionnel INAE. Hop, je vais l'ouvrir et puis vous le partagez. Tac, si je vous le mets là, normalement, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, parfait. Donc le plan de trésorerie, euh, c'est globalement l'ensemble des encaissements et des décaissements de la structure, mois par mois, euh, sur une période de 12 mois. Parce que généralement, donc, quand on parle de plan de trésorerie, c'est plutôt une dimension prévisionnelle. Alors certes, on verra, c'est important de vous baser sur ce qui s'est passé, sur le passé, notamment sur les 12 derniers mois, par exemple. Mais Adrien, là, oui, Adrien, excuse-moi, juste, il y a une question. Pouvez-vous grossir la colonne B? la colonne B, celle-là, c'est ça? Ouais, ou grossir peut-être juste, voilà, Même comme grossir ça, pour voir voilà, un petit peu peut-être, plus. Ouais, c'est vrai, on effectivement. voit mieux. Ouais, ok, Merci beaucoup. pas de problème, Pardon. merci. Donc, je te disais, oui, encaissement, plan de trésorerie, donc différence entre encaissement,
décaissement, mois par mois sur 12 mois, donc parce qu'on essaye de faire ça de façon prévisionnelle. Donc, le plan de trésorerie, globalement, il va toujours se présenter un peu de la même manière. Vous allez avoir donc les mois qui sont marqués tout en haut. Vous allez avoir des lignes, donc ça sera sous forme de colonnes, des lignes qui vont permettre de retracer donc toute une partie encaissement, toute une partie décaissement. Généralement, c'est très important de se baser sur un modèle parce qu'il y a des formules automatiques qui sont inscrites. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des sommes qui se font automatiquement, des différences qui se font automatiquement et qui vous permettent de vous faciliter le travail. Parce que sinon, s'il faut que vous constituer votre propre plan de trésorerie, ça peut être un peu lourd. Donc, on va rentrer dans le détail des encaissements et décaissements après, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une partie encaissement liée à l'exploitation, donc c'est ce qui va être à la fois chiffre d'affaires et subvention de fonctionnement, donc sur la base un peu de votre compte de résultat. Hors exploitation, ça va plutôt être ce qui est de l'ordre de votre bilan et de l'ordre de votre plan de financement, donc des investissements, subventions d'investissement, des prêts, voilà. Et tout ce qui est décaissement, idem, lié à l'exploitation tout d'abord, donc lié à votre compte de résultat, donc les charges de fonctionnement, les salaires, les charges, les cotisations sociales, les impôts, et tout ce qui est lié ensuite aux investissements, donc que vous retrouvez dans votre plan de financement et ou votre bilan. Donc, des remboursements d'emprunts, des travaux, des investissements matériels, ces choses-là. Et ce qui est important de voir, c'est que vous aurez toujours une variation de ligne un peu de conclusion en bas de votre plan de trésorerie. Une variation mensuelle, donc ça, c'est bien la différence entre les encaissements et les décaissements du mois. Et le solde de fin de mois, c'est véritablement ce que vous avez en trésorerie à la fin du mois. C'est-à-dire que ça prend en compte la variation mensuelle. Est-ce que ce mois-ci, j'ai plus décaissé ou plus encaissé? Mais ça me dit pas forcément quel est mon solde actuel de trésorerie. Ça me dit juste comment il a varié ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et donc, le solde de fin de mois, ça va vraiment être ce qui est sur mon compte, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu le solde cumulé de votre plan de trésorerie. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez des découverts autorisés, parce qu'il faut le prendre en compte. Et également, n'hésitez pas, ça peut être l'objet d'un rajout, par exemple, d'une case, si vous avez des livrets d'épargne. Voilà. Parce que là, on va plutôt raisonner généralement sur le compte courant. Et le solde de début de mois, c'est que si vous faites votre plan de trésorerie de janvier à décembre, par exemple, vous allez mettre votre solde de trésorerie au 31/12/2024, par exemple. Vous allez mettre, par exemple, vous aviez 10 000 euros en trésorerie. Donc là, vous avez 10 000 euros, vous avez encaissé peut-être pour 5 000 euros de chiffre d'affaires, 1 000 euros de subvention. Vous n'avez pas fait d'investissement, mais vous avez par contre eu des frais d'électricité, une facture de 500 euros, des frais de communication également, des salaires pour 5 000 euros, des cotisations pour 2 000. Donc ça veut dire que dans le mois, j'ai perdu 2 000 euros, c'est-à-dire j'ai décaissé plus que ce que j'ai encaissé. Donc j'ai décaissé 2 000 euros de plus que ce que j'ai encaissé. Et donc ma trésorerie, elle est bien de 8 000 parce qu'elle est de 10 000, donc mon solde de départ, moins la variation mensuelle qui est de 2 000. Donc 10 000 moins 2 000, elle est bien de 8 000. Et après, vous faites ça sur tous les mois. Et globalement, ça va vous donner une variation de votre solde de trésorerie. Pareil, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des questions, c'est pas évident tout ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, a priori, Oui, oui, non? pas encore. Pas encore. Bon, très bien. Non, c'est très clair. Ok. Sur le solde de trésorerie, donc en effet, vous pourrez commencer à l'analyser. Si votre trésorerie, elle est
positive, c'est plutôt bon signe. Si elle est négative, ben, il faut s'interroger et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. L'outil plan trésorerie, c'est très important pour pouvoir se projeter, pour pouvoir anticiper les éventuelles difficultés, puisque vous le voyez, c'est en posant les chiffres que vous allez pouvoir éventuellement mettre le doigt sur d'éventuelles difficultés de trésorerie. Ce que je voulais faire, c'est que faire un tout petit point en termes de différence sur les outils, les différents outils prévisionnels. Vous savez, on parle souvent de compte de résultat, plan de financement, plan de trésorerie. Je vais revenir quelques minutes sur leurs différences. Le compte de résultat prévisionnel, c'est la différence donc entre des produits et charges, mais liés à l'activité. Donc, c'est-à-dire que lié, pas lié comme le plan de trésorerie au moment où vous encaissez et décaissez, mais plutôt au moment où vous engagez des dépenses ou des recettes. C'est-à-dire que votre compte de résultat prévisionnel, à la différence du plan de trésorerie, admettons, vous signez donc une convention de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2025, mais il se peut que vous touchiez le solde de cette subvention en 2026. Sur le compte de résultat prévisionnel, vous allez bien mettre le montant total de la subvention dans votre compte de résultat. Par contre, sur votre plan de trésorerie, vous allez bien distinguer le moment où vous allez avoir peut-être une avance et le moment où vous allez avoir le solde. Donc ça, c'est bien ce qui différencie le compte de résultat du plan de trésorerie. Le compte de résultat, on est vraiment sur les produits et charges liés à l'activité de l'année, alors que le plan de trésorerie, on va vraiment être dans une notion de quand est-ce que j'encaisse, quand est-ce que je décaisse, pas quand est-ce que la durée sur laquelle est affectée la subvention. Ça, c'est du compte de résultat. Nous, sur le plan de trésorerie, on est vraiment sur les dates d'encaissement, décaissement. C'est vraiment ça qui va différencier compte de résultat et plan de trésorerie. S'agissant du plan de financement, c'est encore autre chose. Le plan de financement, autant donc le compte de résultat, il s'intéresse aux produits et charges donc de l'activité, de l'exploitation de la structure. Le plan de financement, c'est un peu le reflet du bilan comptable, c'est-à-dire qu'il ne retranscrit que les besoins et les ressources durables. Donc, ça va être lorsque vous faites des investissements, par exemple. Donc, ça, c'est des besoins durables. Et comment vous les financez? Est-ce que c'est par des subventions d'investissement, par du prêt, par des apports? Ça, c'est vraiment le plan de financement qui vous permet d'anticiper ça. Et par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour faire son plan de trésorerie, il faut se baser à la fois sur son compte de résultat prévisionnel et sur son plan de financement. Parce que c'est de ces documents-là qu'on va pouvoir savoir si on va avoir des encaissements, par exemple du chiffre d'affaires, des subventions, du salaire à sortir, du loyer. Ça, on va vraiment devoir se baser sur le compte de résultat pour le savoir. Et pour savoir si on a des investissements, si on a des subventions d'investissement, si on a du prêt, des remboursements à faire, et bien ça va être sur le plan de financement qu'on va se baser. Donc, l'outil plan de trésorerie, pour moi, il intervient vraiment en complément des deux autres outils que sont le compte de résultat prévisionnel et le plan de financement. C'est vraiment pour moi complémentaire et il faut que vous ayez fait ces outils-là qui soient performants pour que vous puissiez avoir un plan de trésorerie également efficace et juste. Voilà. Sur justement comment faire votre plan de trésorerie. Donc, je le disais, hein, utilisez un modèle de plan de trésorerie. Celui d'INAE est très bien, avec des formules qui sont préenregistrées. Ça vous permet vraiment déjà de vous faciliter la vie. Donc, prenez un modèle. Ensuite, généralement, ces modèles, ils vous guident. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on avait une colonne chiffre d'affaires, une colonne subvention de fonctionnement, une autre subvention d'investissement.
Tout ça, si vous prenez votre plan de trésorerie ligne par ligne, déjà, ça va vous guider dans l'élaboration même de votre plan de trésorerie. Ça va vous permettre d'éviter d'oublier des choses. Donc, n'hésitez pas à finalement prendre le temps déjà sur la base d'un modèle, par exemple celui d'INAE, de vous questionner sur ben voilà, quels sont mes différents encaissements, mes différents décaissements, en prenant ligne par ligne le plan de trésorerie. Toujours donc se baser sur de l'existant, donc sur vos autres outils, donc je l'ai dit, se baser sur votre compte de résultat prévisionnel, sur votre plan de financement, mais aussi ça peut être intéressant de vous baser sur vos relevés bancaires ou votre plan de trésorerie passé, si vous l'avez actualisé votre plan de trésorerie et que vous avez par exemple votre plan de trésorerie de 2024, et ben déjà aussi ça vous fait une bonne base pour travailler votre plan de trésorerie prévisionnel de 2025. Parce que globalement, les choses vont peut-être pas se passer exactement de la même façon, mais elles vont probablement quand même s'en inspirer. Donc, vous pouvez vous baser déjà sur sur votre plan de trésorerie 2024 et voir ce qu'il y a de différent et de reprendre ces éléments-là. Reprendre vos relevés bancaires, c'est la même chose. Euh, les relevés bancaires, vous avez, c'est juste votre plan de trésorerie passé en fait. C'est ce qui est rentré, ce qui est sorti. Donc, ça vous fait une très bonne base également pour constituer votre plan de trésorerie prévisionnel. Et également, ce que je peux vous conseiller, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais ça peut être pertinent si vous avez un tableau de suivi des subventions, de vous baser dessus. Vous savez, un tableau de suivi des subventions, ça peut être pertinent pour savoir un peu où vous en êtes. L'idée d'un tableau de subvention, de suivi des subventions, c'est de savoir, de répertorier un peu partenaire par partenaire. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déposé une demande de financement ou non? Est-ce qu'elle est instruite ou non? Est-ce que vous avez eu la notification ou non? Sinon, dans quel délai? Quelles sont les modalités de versement? Annuel, peut-être possibilité de demander un acompte au bout de tant de pourcents de dépenses, que vous puissiez vous le noter et que vous puissiez faire les demandes. Est-ce que vous avez fait votre première demande, votre demande d'acompte, votre demande de solde? Et ça vous permet de suivre. En fait, c'est un tableau qui vous permet de suivre où vous en êtes, à la fois dans vos demandes, à la fois ensuite dans les réponses et également dans les perceptions, dans les paiements des subventions. Ça peut être intéressant et complémentaire au plan de trésorerie. Toujours prévoir, et c'est ce qu'on va voir après, des variations dans votre plan de trésorerie. C'est rarement linéaire un plan de trésorerie et bon, on va y revenir. Et toujours anticiper au maximum les décalages que vous pourriez avoir dans le temps. Des délais donc de paiement fournisseur, des délais de paiement client, les modalités de paiement des fournisseurs, des subventions. C'est important de vous interroger à chaque fois là-dessus, puisque comme vous l'avez vu, ça a des effets importants. On peut continuer une ou deux slides avant de faire une pause. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer un peu dans le détail de justement des encaissements et décaissements. Là, le premier que je voulais voir, c'était sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, en fait, donc là, on peut par exemple prendre l'exemple d'une structure de l'insertion par l'activité économique. On pourrait se dire, voilà, dans le bâtiment, par exemple, elle fait des travaux, ou même voilà, les espaces verts, par exemple, je vois, il y avait une structure, Anne, qui fait de l'entretien d'espaces verts. Peut-être qu'il y a une saisonnalité dans l'activité. Et donc ça, il faut bien la prendre en compte dans votre plan de trésorerie. Au lieu de mettre, par exemple, comme on l'a, hop, je vais vous montrer. Tac. Là, sur le chiffre d'affaires, par exemple, du bâtiment, donc qui était prévu de façon linéaire, en fait, là, la méthode, ça a été de dire, bon, ben voilà, on a prévu 125 000 euros de chiffre d'affaires sur l'activité bâtiment sur l'année, on le divise par 12. Oui, mais en fait, en réalité, vous vous rendez compte, vous vous interrogez, vous dites oui, mais finalement, cette activité-là, on va pas percevoir exactement la même chose chaque année, enfin chaque mois dans l'année.
puisque il y a un effet saisonnalité. On va plus faire d'espaces verts au beau jour que pendant l'hiver, par exemple. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et donc là, en l'occurrence, l'exemple qu'on a choisi, c'est de se dire que l'activité bâtiment fonctionnait plus entre février, juillet et septembre et novembre, et que elle fonctionnait un peu moins dans les congés d'été et également dans les fêtes de fin d'année. Donc, ce qui fait qu'on a adapté un peu le plan de trésorerie. Au lieu de mettre des encaissements de 10 417 € tous les mois, eh bien, on prévoit d'encaisser un petit peu moins l'été, on prévoit d'encaisser un petit peu moins pendant les fêtes, et par contre, d'encaisser un petit peu plus sur les mois d'activité importants, que peuvent être le printemps ou l'automne. Donc ça, cet effet saisonnalité, il est important à prendre en compte. Il dépend vraiment de la nature de votre activité. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous questionner là-dessus. Mais je pense que enfin, c'est toujours important. Nous, on le, oui, on le dit souvent. On essaie de sensibiliser souvent là-dessus parce que c'est souvent méconnu et pas forcément pris en compte, alors que ça peut avoir des impacts importants sur la trésorerie également. Voilà. Sur bon, les délais de paiement client, on en a déjà parlé, on peut passer relativement vite, mais en fonction voilà, de votre facturation, on a pu voir tout à l'heure en introduction que ça peut avoir des impacts assez importants. Si vous facturez, on va dire entre guillemets au comptant, eh ben, il n'y a pas de différence de chiffre d'affaires là par rapport à ce qu'on avait dit avant, mais qui prend en compte quand même la saisonnalité, hein. Cette ligne-là, en fait, elle prend en compte la saisonnalité, mais par contre, elle ne prend pas en compte les délais clients, les délais de paiement qu'on a accordés à nos clients. Si par contre on se dit que on accorde 30 jours, voire plus, à nos clients professionnels pour payer, eh bien, vous voyez que tout de suite, on doit encore modifier un peu notre plan de trésorerie et on arrive à des montants, des variations qui sont encore différentes de ce qu'on avait prévu rien qu'avec la saisonnalité. Donc c'est pour ça qu'il faut, enfin, globalement, c'est les deux clés d'entrée, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, il n'y en a pas 50 000. C'est la saisonnalité, donc la variation dans l'année, que ce soit enfin, de vos encaissements, variation dans l'année liée à l'effet saison, et les délais que vous accordez. Les délais que vous accordez pour à la fois vous pour décaisser et à la fois pour encaisser. Globalement, c'est deux choses vraiment principales à prendre en compte. Allez, on fait les subventions. Oui, parce Les qu'on les attend souvent, subventions, les subventions. On les comment? attend. On les Eh attend bien souvent, les oui, subventions. exactement, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. On en a un peu parlé en plus, mais Ouais. dans votre plan de trésorerie, ce que on peut vous conseiller, c'est vraiment de créer une ligne par financeur, parce que sinon c'est trop compliqué de faire un suivi si vous faites pas une ligne par financeur. Et enfin, sur chaque subvention que vous touchez, vous devez connaître les modalités de versement. Si vous ne connaissez pas quand est-ce que vous devez, si vous ne savez pas quand est-ce que vous devez demander un acompte, demander éventuellement un versement intermédiaire, demander votre solde, vous serez incapable de faire votre plan de trésorerie. Et ça, c'est hyper dangereux parce que honnêtement, moi j'accompagne beaucoup de structures associatives qui ont globalement toutes des modèles économiques, en tout cas en très grande majorité des modèles économiques hybrides, donc qui mixent à la fois chiffre d'affaires et subventions. Les subventions, c'est à l'origine des plus gros décalages de trésorerie des structures associatives. Donc, si je peux vous conseiller vraiment quelque chose, c'est euh, de mobiliser un peu de temps là-dessus, sur faire le point sur vos financeurs, faire le point sur les modalités. C'est marqué généralement dans vos conventions. Reprenez vos conventions de financement. Les modalités de versement, elles sont inscrites dedans. Mais vraiment, faites le point sur quand est-ce qu'on peut demander un acompte, quand est-ce qu'éventuellement on peut avoir un versement intermédiaire et quand est-ce qu'on peut demander le solde. Ça vous aidera à anticiper les décalages de paiement qui, on le sait,
peuvent être très importants. Soit ça peut aller de quelques mois à plusieurs années. Vous savez peut-être, pour certaines structures, vous avez peut-être des fonds européens. Il y a certains fonds européens où il y a des structures que j'accompagne qui attendent encore en 2025 des versements de 2021 ou 2022. Et donc ça veut dire que, enfin, vous vous rendez compte, quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont en attente, si vous l'anticipez pas, vous risquez vraiment le défaut de paiement et même l'arrêt de l'activité, hein. Donc, c'est super important de les anticiper. Donc, vous voyez, dans un monde idéal, vos subventions, elles seraient super bien réparties dans l'année. Dans le monde réel, vous allez avoir des gros versements très ponctuels et des fois des mois, beaucoup de mois sans rien et sur lesquels la trésorerie va petit à petit décliner avant de retrouver un gros versement qui va vous permettre de retrouver un peu d'air au niveau trésorerie. Je pense que vous connaissez ce genre de situation. Euh, donc, euh, donc ça doit pas être tout à fait euh, hors de propos ce que je dis. Je sais pas si vous avez Juste, des questions. Comment? oui, ben, en complément, moi je me disais, euh, en plus, sur les versements de l'ASP, vous savez quand est-ce qu'il y a les mois de régule. Si vous avez surconsommé ou sous-consommé, du coup, il faut s'attendre que le troisième mois, voilà, vous ayez moins que ce qui était prévu. En début d'année, au mois de janvier, voilà, la régule de fin d'année. Après, il y a la modulation, faut pas oublier la modulation qui va arriver au mois d'avril, là. Voilà. Donc ça permet aussi d'anticiper en fonction de votre réalité. Alors, juste, en vous disant ça, je me dis, une fois qu'on l'a fait pour une année, il se remet à jour toujours. Donc c'est un pense-bête également. Lorsque vous tout de suite vous avez une information, ben, au lieu de la garder dans votre tête, vous pouvez tout de suite l'inscrire dans le plan de trésorerie. Comme ça voilà, ça vous permet de toujours avoir l'info et de remettre à jour systématiquement ce plan de trésorerie pour pas qu'il soit figé et qu'il devienne obsolète au bout de quelques mois, quoi. Tout à fait. Et vraiment, le plus dur, je dirais, c'est de faire votre premier plan de trésorerie. Après, ça sera beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai que c'est juste la mise en place de l'outil, la première version que vous allez faire, qui, oui, prend un peu de temps. Après, ça sera que de l'actualisation. Honnêtement, ça sera pas beaucoup, enfin, ça sera pas très très long, mais c'est vraiment juste la mise en place. Oui, on va pas se mentir, qui peut prendre un petit peu de temps. Il faut se mobiliser là-dessus pour faire votre première base. Et après, c'est plus de l'actualisation qui prend beaucoup moins de temps. Est-ce que vous voulez faire une petite pause de 5 minutes maintenant ou est-ce que vous souhaitez qu'on continue? Juste, ouais, juste quelques minutes. Ouais, bah On 5 se dit minutes à alors. 45, on reprend à Allez, 45. Ça très va? bien, Ok. très bien. Donc, Sylvie, Myriam, Julie. Ok. Ok. Allez, Eh c'est ben, bon. on va reprendre alors. Très bien. Donc, on a fait la partie euh, encaissement lié à l'exploitation, donc avec le chiffre d'affaires, avec les subventions. Euh, on va regarder très rapidement les charges d'exploitation. Sur les charges d'exploitation, donc c'est tout ce qui est loyer, par exemple, carburant, les salaires, tout ça. Euh, Vous pouvez vous baser encore une fois sur votre compte de résultat prévisionnel pour les lister. Interrogez-vous pareil, ligne par ligne, sur à quelle fréquence elles sont payées. Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois? Interrogez-vous. Le loyer, bah, généralement, si on prend l'exemple euh, du loyer, bah, ça va être tous les mois, donc vous pouvez le diviser par 12 et en effet le répartir avec ces montants-là sur l'ensemble de l'année dans votre plan de trésorerie.
Peut-être que par contre, des frais d'entretien, d'une machine, de certains matériels, ben, ça va être un peu moins fréquent, donc tous les 3 mois. Vous pouvez même avoir des charges qui sont annuelles, comme des honoraires, l'assurance. euh, voilà, donc en fait là, c'est vraiment prendre ligne par ligne, s'interroger sur la fréquence de paiement de ces charges d'exploitation. Euh, Sur oui, les salaires, ça me fait penser, souvent quand on sait qu'on a des départs, si on a un collègue qui part à la retraite, qu'il va y avoir, voilà. anticiper. Mm. Ou des licenciements, ou peu importe, mais Ou c'est... même effectivement, oui, un Mm. recrutement, enfin Oui, ouais. toute variation dans l'effectif doit se retrouver dans le plan de trésorerie. On doit pouvoir ben, voir que en effet, il y a peut-être eu un peu moins de salariés, par exemple en insertion, d'encadrant, qu'il y a un départ, qu'il y a un recrutement. Généralement, ça implique des variations et en effet qu'on retrouve dans le plan de trésorerie, tout à fait et bien les anticiper parce que dans le cas d'un départ à la retraite ou Mm. d'une rupture conventionnelle, ça a un coût et interrogez-vous sur ce coût, calculez-le et intégrez-le au plan de trésorerie parce que là encore, ça va avoir Mm. des incidences pas tout à fait anodines. Voilà. Euh, Ça, c'est sur les charges d'exploitation. Sur les encaissements et les décaissements qui sont hors exploitation, vous savez, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont liés au plan de financement. Plan de financement, donc c'est tout ce qui peut être investissement, prêt, subvention d'investissement, voilà. Donc on les retrouve également donc dans le plan de trésorerie, comme on a pu le dire tout à l'heure. Dans les encaissements, donc subvention d'investissement, les prêts, primes éventuellement que vous pourriez toucher. Ça peut être également des fonds de fondation, un financement participatif, ces choses-là. Donc vous rentrez dans les encaissements. Et les décaissements, ça va plutôt être donc des achats de matériel, des aménagements, la constitution de votre stock de départ, les remboursements de prêts. Tout ça, ça va dans les décaissements. Sachant que vous le savez, pour les remboursements de prêts, ça n'apparaît pas dans le compte de résultat, Euh, mais ce sont bien des décaissements. Et c'est pour ça que souvent on vous dit si vous avez un peu, si vous envisagez d'avoir recours à un prêt, on vous dit souvent ben, il faut prévoir un petit peu d'excédent. Alors de toute façon, il faut toujours en prévoir pour consolider un peu l'assise financière de votre structure. Parce qu'en fait, ce sont vos excédents qui vous permettent à la fois de consolider votre trésorerie et de consolider et de rembourser vos éventuels prêts. Euh, Ça, c'est vrai que ces deux notions-là, à la fois la consolidation de votre trésorerie et les remboursements de prêts, ça apparaît pas dans votre compte de résultat. Donc, soyez bien vigilants parce que c'est vrai que souvent, notamment, on sait très bien, voilà, la gouvernance n'a pas forcément ce niveau de connaissance des mécanismes comptables, des documents prévisionnels, et donc va souvent proposer des budgets à l'équilibre, des budgets qui sont un peu justes. Et en fait, attention à pas trop avoir quand même cette logique-là, ou plutôt d'avoir des différentes logiques en interne et en externe. Par exemple, votre financeur qui vous demande un prévisionnel équilibré, ben, ça s'entend en tout cas, bon, c'est sa demande, vous pouvez lui faire. Par contre, vous, en interne, en termes de gestion, il est plus pertinent de faire un budget au réel, parce qu'un budget, vous avez jamais vu un compte de résultat passé qui était à zéro, il est toujours soit en plus, soit en moins. Mais très rarement, même jamais, j'ai encore jamais vu, à zéro en termes de résultats. Donc faites-le au réel, c'est vraiment le mieux en termes de pilotage. Et idéalement qu'il fasse ressortir un petit peu d'excédent parce que bien sûr, il faut que ce soit mesuré par rapport à votre activité, par rapport au fait que vous n'êtes pas là pour faire juste pour générer des excédents. C'est pas le but de votre structure. Mais par contre, le but de votre structure, c'est quand même de la réussite de votre projet et ça de manière pérenne, de manière pas temporaire, de manière systématique et longue.
Pour ça, il vous faut vous consolider votre assise financière, votre matelas de trésorerie. Ça passe par quoi? Ça passe par la réalisation d'excédents. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr qu'il y a d'autres possibilités de financement, mais durablement, si vous ne constituez pas votre matelas principal, ça va être compliqué même d'aller justement lever des financements, par exemple bancaires, par exemple du prêt, par exemple des découverts. Donc, il vous faut quand même un premier matelas, et ça, c'est à vous de vous le constituer progressivement avec les excédents. Donc, je pense que c'était important de le repréciser, et aussi vous donner des fois des petits éléments euh, pour échanger avec vos conseils d'administration. Euh, oui, ça c'est toujours sur le plan de financement. Là, on a un exemple de plan de financement, de plan d'investissement, et c'était pour illustrer le fait que on peut on retrouve, admettons on a une subvention d'investissement de 50 000 € qu'on prévoit pour financer son matériel. Eh bien, on la retrouve dans notre plan de trésorerie, subvention région matérielle. Le matériel, mais on voit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que autant notre dépense de matériel, elle est arrivée en février, mais par contre, notre subvention d'investissement de la région de 50 000 €, elle est arrivée qu'en juin. Donc, vous voyez, là, ça illustre très bien la notion de décalage de trésorerie entre mes décaissements et mes encaissements, notamment liés aux subventions. Donc, ça veut dire qu'il va vous falloir une trésorerie suffisante pour tenir cette période-là entre février et juin. Si on récapitule, donc on a réussi à positionner les produits d'exploitation hors exploitation, on en a parlé. On a positionné les charges d'exploitation et hors exploitation. Maintenant, on va analyser notre plan de trésorerie, savoir comment on analyse notre plan de trésorerie. L'analyse, bon, on en a un tout petit peu parlé. On a d'abord le solde de fin de mois. Alors, je peux peut-être grossir. Je pense que je peux grossir un petit peu. Ouais. Ah, voilà. Donc, en solde de fin de mois, comme je l'ai dit, c'est votre trésorerie cumulée. La variation mensuelle, c'est juste la différence entre les encaissements et les décaissements du mois. Donc, par rapport à une situation de début de mois, vous voyez en haut en janvier, qui était à 113 000 €, on a décaissé 68 000 €, mais encaissé que 38 000 €. Ça veut dire qu'on a décaissé plus que encaissé. En l'occurrence, notre trésorerie a diminué de 31 946 €, ce qui fait qu'en fin de mois de janvier, eh bien, on n'est plus qu'à 80 000 de trésorerie. C'est le solde de fin de mois. Si on continue sur février, on voit qu'on a beaucoup plus de décaissements que d'encaissements, ce qui fait qu'on a un solde de trésorerie qui va diminuer de 124 800 € et donc notre trésorerie qui arrive dans le négatif. Et là, c'est encore toute l'utilité d'utiliser des modèles de plan de trésorerie, notamment dans celui d'INAE. Ça va vous générer une alerte automatique. Donc, ça va à faire afficher un petit pavé alerte en vous disant attention, ce mois-là, vous arrivez dans le négatif. Vous êtes en trésorerie négative. Et là, il va falloir s'interroger sur comment on fait. On ne va pas pouvoir rester comme ça dans cette situation. Euh, et on verra les solutions du coup un peu après. Voilà un peu sur le mécanisme, sur la lecture, voilà comment je l'utilise. On a un peu commencé à toucher ça et c'était là-dessus que je voulais en venir. En fait, autant votre construction de plan de trésorerie, faites-le ligne par ligne. Comme on l'a dit, ça permet de récapituler, de ne pas oublier des charges, de ne pas oublier des produits. Par contre, la lecture, elle se fait bien colonne par colonne, c'est-à-dire mois par mois. Donc, votre variation mensuelle. Donc, lisez bien votre plan de trésorerie colonne par colonne. Les questions qu'il faut se poser. Quel est votre solde de début? Donc, d'où vous partez? Donc, le solde au 1er janvier, par exemple. Où vous en êtes? Quelles sont les variations? C'est-à-dire, quels sont les moments où ça descend au plus bas? Quels sont les moments où c'est le plus haut? Et surtout, combien de temps vous y restez?
Parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle vraiment. C'est-à-dire que les variations, ça va vraiment dépendre de chaque structure. Euh, Parfois, certaines vont avoir des pics négatifs très importants, mais très courts. D'autres vont avoir des pics négatifs qui sont très faibles, mais très longs. Donc tout ça, en fait, c'est votre plan de trésorerie qui vous permet de le savoir. Euh, et de poser des mots dessus, de poser, voilà, de vous dire, bon, ok, je constate ça, pourquoi j'ai ces problèmes de trésorerie, et donc là, il faut analyser un peu, est-ce que ben, il y a certains produits qui arrivent trop tardivement? Est-ce que je négocie pas assez de délai avec mes fournisseurs? Est-ce que je peux pas essayer de renégocier un peu mes délais? Est-ce que j'ai bien demandé tous les soldes de subventions que je pouvais? Et en fait, vous allez pouvoir essayer de vous interroger sur pourquoi et comment agir. Donc ça, c'est super important pour analyser votre plan de trésorerie. Ce qui est nécessaire également, c'est d'actualiser votre plan de trésorerie. Euh, comme je disais, hein, ce qui demande le plus de travail, ça va être la construction de votre premier plan de trésorerie. Ensuite, euh, vous avez juste, entre guillemets, un travail de comparaison, d'actualisation à faire. Vous, par exemple, vous pouvez vous baser sur vos relevés de compte en disant, voilà, moi j'avais prévu tels encaissements, tel décaissement, qu'est-ce qui s'est passé? Et actualiser votre plan de trésorerie. Dire, bon, ben, ok, j'ai vu, ça c'est arrivé avant, donc je modifie. Ça arrivera finalement un peu plus tard, donc je le repousse. Voilà, ça va être important d'actualiser. Il y en a même ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur relevé et ils saisissent leur relevé bancaire directement sur leur plan de trésorerie. Ce qui fait qu'ils peuvent comparer vraiment en temps réel. Ils ont le réalisé et ensuite sur le reste de l'année. Donc par exemple là, ben, on est en mars. Ils ont déjà complété janvier et février au réel et ils ont leur prévisionnel de mars à décembre. C'est quand même, là pour le coup, c'est le top du top, c'est le mieux. Après, j'entends que vous n'avez pas forcément le temps nécessaire, mais en tout cas, au moins comparer et actualiser votre plan de trésorerie dans l'année, plusieurs fois dans l'année, parce que sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Si justement, dans votre actualisation, vous avez des différences euh, entre ce que vous aviez prévu et la réalité. Demandez-vous toujours pourquoi. Ça peut être des bonnes surprises, une recette qui n'est pas prévue et qui arrive voilà. Une recette qui était prévue mais qui arrive plus tôt, une recette qui était prévue mais qui est finalement d'un montant supérieur. Et idem côté dépenses. On peut avoir une mauvaise surprise, une dépense imprévue, une dépense que vous aviez prévue mais qui est plus élevée ou plus faible d'ailleurs, ça peut être une bonne surprise aussi, et une dépense qui arrive plus tôt ou qui arrive plus tard. Toujours demandez-vous pourquoi. Je vous donne la clé aussi, c'est que généralement, il peut y avoir des petites choses derrière qui se cachent. Quand vous avez une recette qui n'est pas prévue qui arrive, si vous ne l'aviez pas du tout prévue, peut-être qu'il y a aussi des charges que vous n'aviez pas prévues qui vont arriver. Ça, c'est voilà, ça peut souvent avoir des répercussions. Idem, ah bah oui, mais sur telle action, on avait prévu des recettes, mais d'un montant supérieur. Finalement, on a récolté un petit peu moins de fonds sur tel événement. Quelles conséquences? Quelles conséquences? Parce que peut-être que vos dépenses en face sont identiques. Ça va vraiment avoir un impact sur votre trésorerie. Donc, demandez-vous, interrogez-vous toujours sur les décalages qu'il peut y avoir entre ce que vous aviez prévu et ce qui se passe réellement, l'origine de ces décalages-là et les conséquences. Très important. Euh, voilà. Oui, tout simplement, pourquoi faire un plan de trésorerie? Faire un plan de trésorerie, ça va vous permettre de vous projeter, ça je pense que vous l'avez compris, vous permettre de poser les choses, ça vous permet de les anticiper et de prévoir hein, une éventuelle difficulté. Ça va vous permettre, en fonction de ce que je disais,
Si votre difficulté de trésorerie, elle est plus ou moins longue, plus ou moins importante, ça va vous permettre tout simplement de mettre, de diagnostiquer votre besoin de financement. Ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions parce que les décisions, elles sont différentes si votre besoin, il est juste à court terme ou s'il est plus à long terme. Et ça va vous permettre aussi d'obtenir vos financements. Le plan de trésorerie, c'est un document qui est demandé notamment par votre banquier. Si vous arrivez devant votre banquier pour lui demander un financement de la trésorerie sans que vous ayez de plan de trésorerie, vous risquez de vous décrédibiliser. Alors, parce que d'une part, vous n'avez pas le document, or c'est un document important pour diagnostiquer votre besoin de trésorerie, mais aussi et surtout parce que vous risquez de faire un mauvais diagnostic. Et ça, c'est une erreur que le banquier, lorsqu'il va s'en rendre compte, il va se dire que vous auriez pu éviter cette erreur en ayant des outils. Et donc, vous allez perdre en qualité d'échange et de confiance avec votre banquier. Alors que avoir un plan de trésorerie, ça va vous permettre de gagner sa confiance parce que c'est gage de qualité, ça vous rend crédible sur le fait que vous avez des outils de pilotage et ça vous permet d'instaurer un climat de confiance puisque il n'y a rien de mieux que ce document-là pour poser un diagnostic objectif de la situation et donc pour que le banquier vous propose éventuellement des solutions. Donc c'est un outil très 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 important. Et comme on le met juste en dessous, on vous conseille pas du tout la stratégie qui consisterait à dire, bon, ça a l'air d'être un peu juste, ça va passer, et finalement, ça risque de pas passer, donc il vaut mieux anticiper parce qu'en fait, ça malheureusement, c'est trop souvent qu'on voit le cas où les besoins ne sont pas anticipés. Et très honnêtement, dans beaucoup de cas, il est trop difficile, voire impossible, d'intervenir si la situation de trésorerie est trop dégradée parce que vous n'avez pas anticipé. Alors que si vous aviez anticipé sur le même besoin, si vous l'aviez anticipé quelques semaines ou mois avant, là oui, on aurait pu intervenir et que ce soit votre banquier ou par exemple France Active, on aurait pu trouver des solutions. Et donc, vraiment, le maître mot, c'est anticiper. Euh, Si vous attendez trop tard, malheureusement, c'est pas dans l'urgence que on peut trouver des solutions pertinentes. Ça risque de vous coûter cher et ça peut même vous mener à la cessation de paiement et donc à la fin de la structure ou en tout cas une situation de redressement judiciaire. C'est pas ce qu'on souhaite, donc vraiment, l'important, c'est de piloter votre trésorerie, de l'anticiper, d'anticiper les besoins et de trouver des solutions parce qu'il y en a. Justement, les solutions, quelles sont-elles? Euh, Tout dépend de, de votre besoin. Est-ce qu'il est plutôt à court terme? Est-ce qu'il est plutôt à moyen terme? On ne va pas financer de la même manière. Si vraiment, alors attention, petite précision. Sur les structures notamment voilà, associatives avec des modèles économiques hybrides. Euh, il peut y avoir des besoins un peu ponctuels dans l'année, mais récurrents chaque année. Donc ça va être par exemple, entre janvier et mai, on attend certaines subventions et donc chaque année on a 3 4 mois où c'est vraiment difficile niveau trésorerie. Mais ça se représente chaque année. Certes, c'est ponctuel dans l'année, mais c'est quand même un besoin structurel parce qu'il va se représenter année après année et qu'il est dépendant fondamentalement de votre modèle économique. Donc nous, on le considère vraiment comme structurel, comme un besoin structurel qui demande une solution pérenne, pas une solution bricolée chaque année de quelques semaines ou quelques mois, qui va vous coûter en plus relativement cher. Si vraiment, du coup, votre besoin, il est de court terme, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envisager, par exemple, un découvert autorisé auprès de votre banque ou une cession de créance. Ce qu'on appelle une cession de créance, c'est-à-dire que ça va principalement se faire sur les subventions de fonctionnement ou d'investissement de la structure. La banque va vous avancer les sommes
Alors, bien sûr, elle va se rémunérer au passage, hein, mais elle va vous avancer une somme, ce qui va vous permettre de disposer d'une trésorerie relativement intéressante pendant cette période où vous auriez attendu la subvention. Lorsque le paiement sera effectif de la subvention, ben, ça servira à rembourser la banque. Attention, voilà, comme j'ai dit, ça peut avoir un coût qu'il faut bien anticiper, mais par contre, ça peut être intéressant sur des besoins ponctuels. Le découvert autorisé, idem. Alors souvent, on me demande, mais quel montant, quelle durée? L'idée, toujours derrière, le montant, ça dépend vraiment de la taille de votre structure, de ses besoins. Enfin, il y a pas de règle là-dessus. Mais ce qu'il faut avoir en tête, là encore, hein, plus vous allez rester longtemps dans votre découvert autorisé et plus vous allez y rester profondément, plus ça va vous coûter cher. Donc, le découvert autorisé bancaire, le privilégier vraiment plutôt pour des solutions, enfin pour des besoins très ponctuels de quelques jours à quelques semaines, mais pas plus. Et sur des montants quand même pas trop importants. Sinon, privilégier plutôt la cession de créances qui fera un effet levier un peu plus important en termes de montant et sur des durées un tout petit peu plus longues. Si jamais votre besoin, il est vraiment structurel, comme je le disais, et donc à moyen terme, ce qui est le cas de beaucoup de structures, honnêtement, euh, vous pouvez là tout simplement aller solliciter soit un prêt auprès de votre banque, un prêt à moyen terme, soit, eh bien, ben, nous, France Active, on propose aussi des solutions de financement euh, de la trésorerie. En complément de la banque, on n'est pas, voilà, on se substitue pas à elle, mais l'idée est de faire soit des apports en fonds propres, soit des prêts. Alors, on a plusieurs types d'outils mais qui nous permettent donc de financer ces besoins de trésorerie. Très clairement, ça va être du prêt pour les associations, du prêt à titre gratuit donc, que l'on peut faire sur le financement de la trésorerie, sur des durées de remboursement de 4 à 5 ans en moyenne. Si vraiment les besoins sont très importants et ou s'ils ne concernent pas une structure associative, on a aussi d'autres outils de prêt. Alors eux qui ont un taux d'intérêt mais qui est relativement faible par rapport à ce que propose une banque et qui nous permettent aussi d'intervenir donc à 2,5% actuellement sur des montants quand même qui vont enfin, qui sont assez importants. En local, on a des délégations qui vont jusqu'à 250 000 euros. Après, on fait aussi des financements de trésorerie à 5 000 ou 10 000 euros, hein. Donc là, pour le coup, ça dépend. On part du besoin de la structure pour construire une réponse. Et d'ailleurs, c'était peut-être ça que je voulais repréciser sur ce que nous on fait. On a donc la dimension financement avec des outils de prêt et d'investissement en fonds propres, mais on a aussi donc euh, cette dimension conseil, accompagnement, où on essaye de vous apporter un regard extérieur sur la dimension économique et financière de votre projet. On vous aide à évaluer les besoins. Alors certes, on ne fera pas votre plan de trésorerie à votre place. Mais par contre, une fois que vous avez fait votre plan de trésorerie, oui, on peut vous donner un regard, on peut vous donner notre analyse. Et en plus, ben voilà, nous, on est un acteur associatif, donc une analyse indépendante, une analyse objective de vos besoins et aussi vous conseiller plutôt telle ou telle solution pour financer votre trésorerie. Ça, c'est tout à fait quelque chose que l'on fait et c'est aussi des choses que l'on fait lorsqu'il y a un besoin qui est identifié. Pareil, on va peut-être pas aller jusqu'à vous accompagner en rendez-vous à la banque. Par contre, on va pouvoir se mettre en relation avec votre conseiller bancaire pour déterminer conjointement quelles modalités on pourrait mettre en place, à la fois la banque, à la fois France Active, pour financer vos besoins de trésorerie. J'ai mis pour terminer deux exemples justement d'interventions que l'on fait très régulièrement. Tout d'abord, ben,
un financement de trésorerie tout à fait classique dans voilà, une structure associative, donc de l'insertion, qui a des projets, qui, par exemple, développe une nouvelle activité, qui recrute un nouveau salarié. Il faut qu'elle anticipe ses besoins de trésorerie. Le recrutement de toute nouvelle personne, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça génère des charges supplémentaires, ça génère un besoin de trésorerie supplémentaire. Donc, il faut anticiper ça. Au lieu d'aller demander en urgence un découvert autorisé, qui parfois, c'est arrivé. Moi, j'ai déjà rencontré le cas. On a voulu, enfin, la banque a voulu que le président se porte caution sur le découvert ou sur le prêt, c'est arrivé aussi. Là, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans la logique associative qui veut que généralement euh, vous protégez à la fois en tant que dirigeant et en tant que bénévole votre patrimoine personnel dans ce projet-là. Là, il y a une totale porosité lorsqu'on vous demande de vous porter caution sur un découvert autorisé ou sur un prêt. Donc, ça, pour éviter cette situation, encore une fois, il faut anticiper vos besoins et essayer de mobiliser d'autres outils. C'est par exemple notre outil de prêt à titre gratuit qui pourrait être mobilisé dans ce cas-là. Et pour toutes les autres phases, parce qu'on intervient nous, sur toutes les phases de vie d'une structure, que ce soit euh, sa phase de développement, sa phase de création, mais on intervient aussi dans une phase de difficulté. Et c'est pour ça quand même que je devais en parler, en toucher un mot, puisque le contexte économique est quand même pas forcément très positif pour nos secteurs. En tout cas, il fait anticiper un certain nombre de fragilités ou difficultés. C'est vrai que devant peut-être la perte de certains financements, de certains contrats, de certains marchés, vous pouvez avoir une phase un petit peu de transition, une phase un peu de difficulté sur lesquelles vous devez vous réinventer, vous devez réinventer votre modèle économique. Eh bien, là aussi, sachez que ces phases-là, elles demandent un besoin de trésorerie d'autant plus important que lorsque vous mettez en place des solutions, les solutions n'ont pas d'effet immédiat. Elles vont forcément, quand vous allez à la recherche, par exemple, de nouveaux financements, ça va prendre du temps. Quand vous allez développer un nouveau marché, par exemple, mais ça va prendre du temps, le temps de se développer et d'atteindre son niveau, son seuil, on va dire, de routine. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Faut éviter de perdre la confiance des partenaires, notamment bancaires, dans ces phases-là, parce que là aussi, je l'ai déjà rencontré ce genre de situation, des structures qui sont dans cette phase-là un peu de difficulté, de transition, qui n'anticipent pas, qui vont voir leur banquier au dernier moment, et le banquier, devant la situation, eh ben, il dit non. Et là, malheureusement, il n'y a pas trop d'issue. Et pour l'un des cas que j'ai en tête, malheureusement, c'est très mal terminé pour la structure qui n'était certes pas de l'insertion par l'activité économique, mais tout de même, ça pourrait se transposer. Donc voilà, ce qu'on vous conseille, c'est là encore d'anticiper. Et il y a des outils spécifiques, notamment nous, dans le cadre de cette phase-là, de relance des structures, on a un outil toujours de prêt à taux zéro sur du court terme pour vous permettre ben, de mettre en place votre plan de restructuration et qui produisent des effets et avant éventuellement dans un second temps proposer peut-être une solution plus durable de financement de votre trésorerie. Mais voilà globalement ce que je voulais vous dire. Je vous ai remis aussi en fin de diaporama les coordonnées. Donc il y a mes coordonnées, mais il y a également les coordonnées du coup de l'ensemble de mes collègues qui sont chargés de mission financement des structures de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez leur département d'intervention. N'hésitez pas à les contacter pour encore une fois avoir un regard extérieur sur votre situation de trésorerie et qui vous conseille sur les éventuelles solutions de financement de votre trésorerie. Voilà, je sais pas, on peut basculer si vous souhaitez donc sur une phase de questions, répondre. Voilà, on a une dizaine de minutes devant nous euh, pour essayer d'échanger et de répondre à vos questions. Donc voilà, je
Je suis à votre disposition.